Où, quand et comment a été inventé le manga? Qui en est le créateur et quelle est l'histoire de la bande dessinée japonaise? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser aux origines de la bande dessinée et partir à la découverte de l'art séquentiel. Le manga, au même titre que le comics et la BD franco-belge, est un style de bande dessinée au sens large, c'est-à-dire au sens du 9e art. Bien entendu, il existe d'autres styles, mais ces trois-là sont les plus connus et les plus reconnus à travers le monde, chacun possédant sa propre histoire, sa propre culture et surtout des caractéristiques propres qui les distinguent des autres styles. Historiquement, on attribue au Suisse Rodolphe Teupfer la création de la bande dessinée entre 1830 et 1845. Si ses travaux sont loin des BD de notre époque, il est le premier à dessiner ces histoires en séquence de plusieurs cases qui l'accompagnent de texte. Quoique les histoires en séquence d'images accompagnées de texte ne datent pas d'hier. On pourrait par exemple remonter aux gravures de l'Égypte antique ou au codex des récits précolombiens. On y retrouve des images placées les unes à la suite des autres racontant divers événements détaillés grâce à la présence de texte. On peut même y voir les prémices des cases de nos BD modernes. Cependant, Teupfer va plus loin, et ce sur deux points essentiels. Le premier, c'est sur l'interdépendance des mots et des images. Dessin et littérature sont des arts à part entière, tout comme la bande dessinée. Combiner un très bon texte avec un très bon dessin ne suffit donc pas à ce qu'il y ait interdépendance, ni à créer une BD tout court. Bien au contraire, images et mots doivent se combiner de manière à multiplier leur qualité et à fournir un tout aux qualités inédites. Pour le dire plus simplement, la notion d'interdépendance implique en BD que des mots sont perdus sans leurs images et que des images perdent leur sens sans leurs mots. L'un ne peut exister sans l'autre. Cette interdépendance constitue donc le premier point essentiel qui a permis à Teupfer de créer une nouvelle forme d'expression. Le second point essentiel développé par Teupfer est la relation temps-mouvement, qu'il met en image grâce au procédé de l'ellipse. Une bande dessinée est définie comme un art séquentiel. Scott McCloud y apporte cependant une définition plus détaillée. Selon lui, la bande dessinée se définit comme des images picturales volontairement juxtaposées en séquence, destinées à transmettre des informations et ou provoquer une réaction esthétique chez le lecteur. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que des images juxtaposées signifient que des images sont mises bout à bout afin de raconter une histoire. Le temps en BD est donc étalé dans l'espace. Différents événements s'enchaînent dans des cases disposées sur des pages. Mais là encore, ces explications ne correspondent pas uniquement à la BD, puisque les frises égyptiennes et celles du codex répondent également à ces critères. On y voit différents moments de la vie de ces civilisations, mis les uns à la suite des autres afin de former un récit. Ce qu'apporte Teupfer en plus, c'est la juxtaposition en séquence. Le temps est toujours divisé dans l'espace, mais il devient aussi lié au mouvement entre les cases, là où les ancêtres de la BD enchaînaient juste des événements sans rapport et éparpillés dans le temps. Ainsi, on en arrive au concept fondamental de la BD qu'est l'ellipse. L'ellipse, c'est l'opération mentale que l'on réalise entre les cases pour qu'on ait l'impression qu'il y ait mouvement. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'espace vide a au moins autant d'importance que l'espace rempli par le dessin. C'est via cet espace vide que la BD révèle toute sa puissance, puisqu'il sert de terrain de jeu à notre imagination. De cette manière, chaque lecteur peut s'approprier librement l'histoire d'une BD, qui aura autant de versions différentes que de lecteurs. L'impression de mouvement permise grâce à la juxtaposition des images en séquence constitue donc le second point essentiel dont Teupfer est un avant-gardiste et qui va devenir un équivalent de la grammaire pour la bande dessinée. Malheureusement, Teupfer se montre trop en avance sur son temps, et sa création est loin de faire l'unanimité dans le milieu artistique, bien au contraire. D'ailleurs, il est important de préciser que Teupfer est considéré comme le créateur de la bande dessinée en tant qu'art, mais il faut ensuite attendre un peu avant le début du XXe siècle pour qu'apparaisse la première BD. Après ça, la bande dessinée prend son envol. La création de Superman en 1938 marque un véritable tournant dans l'industrie avec la naissance du genre super-héroïque. En parallèle, en Europe, Tintin d'Hergé constitue bien évidemment l'une des figures de proue de la BD franco-belge dès les années 30. Et le manga dans tout ça? Je pense ne pas me tromper en disant que dans l'inconscient collectif, aussi bien chez les lecteurs que chez les non-lecteurs, le manga est perçu comme une BD un peu à part, là où le comics et la bande dessinée franco-belge sont souvent vus comme très proches. Eh bien ce n'est pas un hasard. De par leur proximité culturelle, la BD française et la BD américaine partagent bon nombre d'inspirations communes. En revanche, la BD japonaise a longtemps grandi seule dans son coin, un isolement dû à la politique isolationniste du Japon, qui a conduit à un type de BD très particulier et qui se différencie sur beaucoup de critères de ses cousins américains et franco-belges. Le terme manga apparaît dès la fin du XVIIIe siècle pour qualifier les estampes traditionnelles, et c'est Hokusai, célèbre artiste japonais du XIXe siècle, qui est le premier à utiliser le terme pour qualifier les caricatures qu'il publie de 1814 à 1834 nommées Hokusai manga.
Cela signifie-t-il que le manga a été inventé avant la bande dessinée qui a été créée dans les années 30 par Teuffer? Non, bien sûr, ça n'aurait pas beaucoup de sens. À ce moment-là, manga ne désignait pas la BD japonaise, car du coup la BD elle-même n'existait pas, et surtout parce que ces caricatures n'étaient pas des images juxtaposées en séquence, l'essence même du 9e art. En revanche, les travaux de Hokusai se révèlent très intéressants, car ces carnets de croquis s'inscrivent dans la continuité des estampes japonaises et des emakimono, rouleaux peints en français. Les emakimono apparaissent au 8e siècle et deviennent un moyen de communication à part entière dès le 10e siècle, avant d'atteindre leur âge d'or au 12e et 13e siècle. Ces rouleaux peuvent être considérés comme des ancêtres directs des mangas, car ils mêlent calligraphie et illustration. Leur style narratif est également très proche des livres puisque les lecteurs devaient progressivement le dérouler afin de découvrir son histoire. Les emakimono sont donc la preuve de l'importance qu'avaient les arts picturaux au Japon à l'époque, et surtout que les images et les mots étaient associés naturellement. D'ailleurs, la popularité des rouleaux peints s'est étendue à toutes les classes sociales. Leur impact culturel explique donc peut-être pourquoi la bande dessinée s'est ancrée dans le paysage culturel japonais beaucoup plus rapidement et facilement qu'aux États-Unis et en Europe. À partir du XVIIe siècle, ce sont les ukiyo-e, images du monde flottant, qui vont déferler sur le pays. Le terme ukiyo-e désigne en fait un mouvement artistique qui a principalement engendré les célèbres estampes gravées sur bois. Reproduisant les plaisirs éphémères de la vie, ces gravures vont surtout être un art populaire, les classes sociales supérieures les considérant comme étant vulgaires. Là encore, on peut y voir les prémices du manga, car ces estampes se démarquent grâce à la grande précision des contours, leur composition d'un nouveau genre et l'utilisation de motifs répétitifs. Le Japon se rapproche ensuite un peu plus du manga en 1861. Cette année-là, le Britannique Charles Wirgman s'installe à Yokohama où il commence la publication du mensuel satirique Japan Punch dès l'année suivante. Le magazine va alors publier de nombreuses parodies et caricatures et le style occidental de Wirgman va progressivement influencer les dessinateurs japonais. En 1902 apparaît enfin la première bande dessinée dans un supplément du quotidien Puck. Créé par Rakuten Kitazawa, le monsieur est donc considéré comme le papa du manga moderne, et il est d'ailleurs le premier à utiliser le terme manga dans le sens que nous utilisons encore aujourd'hui. Kitazawa lance ensuite Tokyo Puck en 1905, son propre mensuel dédié aux dessinateurs japonais. Quelques années plus tard, l'éditeur Kodansha publie le premier magazine de prépublication, Shonen Club en 1914. Il est ensuite rejoint par son équivalent féminin, Shoujo Club en 1923. L'une des vedettes du Shonen Club est le chien troufion Norakuro de Suiyo Tagawa. À cette époque, nous sommes alors très proches des mangas modernes. Cependant, on peut remarquer que le style est encore très théâtral. En effet, les cadrages restent très conventionnels, comme si on regardait des acteurs sur scène. À ce moment-là, la BD japonaise n'a pas encore été influencée par les techniques du cinéma. L'élan du manga va malheureusement être coupé dès 1937 afin de servir l'effort de guerre. Les personnages tels que Norakuro vont alors être utilisés pour une propagande de plus en plus agressive, surtout après Pearl Harbor, et les magazines vont maigrir à vue d'œil à cause des pénuries dues au conflit. En 1945, le général américain MacArthur est chargé de la reconstruction du Japon. Son arrivée est synonyme d'ouverture vers l'extérieur pour le Japon. Le pays est alors inondé de productions culturelles américaines, notamment de films Disney et de comic books. Cet océan culturel va alors inonder et inspirer une nouvelle génération. Et c'est à cette génération qu'appartient l'homme à qui on doit le manga moderne. Celui sans qui le manga n'aurait probablement jamais évolué aussi vite et connu un tel rayonnement international. Celui qui a inspiré les générations suivantes, Osamu Tezuka Manga no Kami-sama, rien de moins que le dieu du manga. Et je peux vous dire que ce surnom est loin d'être exagéré. C'est impressionnant de constater comment un seul homme a pu influencer et faire évoluer un art aussi vite et aussi durablement dans le temps. Si vous aimez un tant soit peu les mangas et que ce nom ne vous dit rien, lire du Tezuka est désormais votre priorité numéro 1. Pour vous donner un aperçu du bonhomme, Tezuka est publié pour la première fois en 1947 avec la nouvelle île au trésor. Il n'est alors âgé que de 19 ans et enchaîne rapidement avec Metropolis, Le Roi Léo et Astro notamment. Pas mal? Oui, surtout quand on sait qu'en parallèle il suit des études de médecine. Lorsqu'il publie Astro en 1952, il s'occupe simultanément de 7 autres séries et obtient finalement son diplôme de médecine. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. En tout, il dessine plus de 150 000 pages au cours de sa carrière. Pour vous donner un ordre d'idée, Oda avec plus de 900 chapitres de One Piece est à peine à 10% du nombre de planches de Tezuka. Il arrive ainsi à plus de 700 volumes lorsqu'il décède prématurément d'un cancer à 60 ans. Il laisse derrière lui un héritage inégalé et de nombreuses techniques qui ont révolutionné son art, pour beaucoup inspiré du cinéma.
On note par exemple les fameux yeux de Bambi, un nom pas anodin puisque Tezuka s'est bel et bien inspiré du style graphique du Disney, qu'il a vu pas moins de 80 fois. Osamu Tezuka inaugure donc une nouvelle voie pour la BD japonaise. En 1957, Yoshihiro Tatsumi lance un nouveau genre qu'il nomme Gekiga pour images dramatiques. Le genre va connaître un succès fulgurant. Si le manga était souvent cantonné au divertissement pour enfants, le Gekiga va permettre d'ouvrir la voie à une BD plus adulte et plus noire. Nous sommes en face de l'ancêtre des seinen. En 1968, c'est au tour du désormais célèbre Weekly Shonen Jump de paraître pour la première fois. En quelques décennies, le marché du manga explose avec la démultiplication des éditeurs et de leurs magazines de prépublication, permettant à de nombreux auteurs de marquer l'histoire avec leurs créations. Ainsi, les lecteurs découvrent entre autres Takao Saito, papa de Golgo 13, Hideko Mizuno, pionnier du shoujo, Shotaro Ishinomori, disciple de Tezuka qualifié de roi du manga et inventeur du tokusatsu, Go Nagai avec Mazinger Z et Devilman, Leiji Matsumoto et son univers de space opera, Rumiko Takahashi, maman notamment de Ranma 1/2, ou encore Katsuhiro Otomo et son Akira. Au début des années 80, le marché est toujours en pleine expansion. C'est là qu'arrivent deux séries qui vont changer à vie le genre du neketsu. Dragon Ball de Akira Toriyama en 1984 et JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki en 1987. Dragon Ball se positionne plutôt sur de la baston pure avec un univers loufoque. Évidemment, la série a toujours un succès planétaire, restant encore aujourd'hui la licence la plus lucrative devant One Piece. JoJo's quant à elle se positionne plus sur des combats beaucoup plus psychologiques. En revanche, la France a beaucoup moins entendu parler de la série, la faute notamment à Gélu qui a très peu communiqué sur la série à l'époque de sa traduction. Pourtant, JoJo's a inspiré de nombreux auteurs, notamment Togashi. Les années 90 marquent ensuite ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or du manga, avec des tirages atteignant des sommets. La fin de cette décennie voit d'ailleurs successivement apparaître Yu-Gi-Oh!, Naruto, Hunter x Hunter, One Piece et Bleach, les fers de lance du neketsu et même du manga à l'international. Aujourd'hui, beaucoup de ces séries se sont achevées, mais une nouvelle génération est prête à prendre le relais. En tête, on retrouve Horikoshi avec My Hero Academia, Tabata et Black Clover, ou encore The Promised Neverland de Shirai et Demitsu. Bien évidemment, ces deux dernières années ne se résument pas au neketsu, bien au contraire. Les deux dernières décennies sont placées sous le signe de la diversification, aussi bien en matière d'offres que de demandes. Les éditeurs ont proposé de plus en plus de magazines spécialisés, et les lecteurs ont continué de dévorer toujours plus d'histoires. On peut également constater ce phénomène en France. L'année 2018 a encore battu des records. L'offre en shonen est toujours aussi importante, et la demande en seinen continue de croître. Quant au shoujo, il poursuit son évolution avec une augmentation constante du nombre de séries proposées par les éditeurs. Mais il n'est pas nécessaire de développer plus que ça l'évolution de ces dernières années, car en tant que lecteur, je pense qu'on en a conscience. Ces évolutions, nous sommes encore en train de les vivre et nous y contribuons. Ce n'est pas pour rien si le manga est le seul secteur du marché du livre français à dresser un bilan positif en 2018. Au final, le manga a subi un long processus d'évolution pour arriver au sens moderne que l'on connaît. À la fin du XVIIIe siècle, le terme désignait seulement des estampes associant des mots et des images. Il faut ensuite attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le manga moderne apparaisse sous l'influence des comics américains et du cinéma. Ces comics dont les origines remontent eux aussi à des arts graphiques plus anciens tels que les fresques égyptiennes, le codex précolombien ou même encore plus loin avec les premières peintures rupestres. On constate donc que même si le manga est un art représentatif du Japon et qu'il se démarque considérablement de la BD franco-belge et du comics, ce qu'il est aujourd'hui n'aurait pas été possible sans de multiples inspirations aux origines diverses et éparpillées dans le temps. Cette vidéo est un re-upload de la première partie d'une plus grosse vidéo réalisée en collaboration avec Justin de la chaîne Comics Now pour vous parler de manga. Donc ma partie que vous venez de voir se consacrer à l'histoire du manga et sa partie qui arrivera très bientôt sur la chaîne se consacre à Bakuman et à sa création. Pourquoi republier ça sur notre chaîne puisque c'était initialement prévu pour sa chaîne? Eh bien tout simplement parce que Justin clôture sa chaîne Comics Now et qu'il nous rejoint sur l'archipel. C'est donc l'occasion d'annoncer sa venue sur l'archipel qui compte désormais 4 membres, moi, Flippies, Shinro, Plasmou et désormais Justin. Alors Justin va bosser sur des scénars de vidéos, il apparaîtra à la caméra, je pense qu'on fera des vidéos aussi des fois à 2, à 3, voire à 4, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas il va collaborer sur la chaîne. Ça sera surtout pour des vidéos comics et bandes dessinées puisque c'est son domaine de prédilection.
Vous pourrez le retrouver sur différents sujets consacrés au dessin également. Et donc voilà, pour l'instant, on a prévu 2-3 vidéos déjà, et vous verrez ça je pense très rapidement après cette vidéo. Et puis j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à aller consulter sa chaîne, puisque même s'il a décidé de la fermer, enfin de la stopper, il y a encore pas mal de vidéos très intéressantes sur des critiques comics, et ça vous permettra de voir déjà un petit peu comment Justin travaille, ce qu'il propose comme contenu, et puis de le découvrir tout simplement. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de prochaines. Salut à tous!